Merci beaucoup. Je voudrais remercier Patrick Ménard de l'organisation de cette soirée, de toute son équipe. Je voudrais saluer tous les élus, spécialement Monsieur Coulon, qui a eu la gentillesse de venir me saluer tout à l'heure, mais tous ceux qui sont aussi dans la salle, et tous les enseignants et les parents d'élèves. Alors, quelle curieuse question qui justifie d'organiser une conférence, débat, à plusieurs voix. Quelle curieuse question qui entretient notre attention depuis si longtemps, puisque la première fois en France qu'on a commencé à parler du genre, d'ailleurs on disait encore gender, c'était en 2010 quand Sciences Po Paris a lancé une chaire sur les études de genre. Quelle curieuse question qui fait vendre du papier. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui un quotidien national consacre 2 pages sur la question? Et puis, depuis quelques semaines, des hebdomadaires. Est-ce seulement pour vendre du papier? La question du genre, le genre, pose la question de l'identité dans le cadre des politiques d'égalité. Qui suis-je? Qu'est-ce qui va permettre de répondre à cette question qui suis-je? Le corps, la fonction sociale, le métier par exemple, l'appartenance à un groupe féminin, groupe masculin, ou le corps. Qu'est-ce qui va permettre de répondre à la question qui suis-je? Donc avant de voir dans le concret comment ce concept de genre se diffuse dans nos sociétés, il faut d'abord voir comment ce concept est né. Donc j'aborderai tout d'abord la genèse du genre, ensuite nous verrons les buts recherchés par les théoriciens du genre et ce que cela révèle pour notre société, et je conclurai par les questions posées par ce concept de genre. Alors vous avez bien noté que je parle de concept, pas encore de théorie, ça va peut-être venir. Donc commençons par utiliser le mot concept. Un concept, vous savez, c'est une notion, un peu une nébuleuse. On ne sait pas très bien, on n'arrive pas à la circonscrire et à la définir en termes très clairs. Et c'est bien tout le problème du genre. Vous savez, pendant très longtemps, en français, nous n'avons utilisé qu'un seul mot, c'est le mot sexe, qui se référait aussi bien au sexe biologique et anatomique qu'au groupe social homme ou femme. Le sexe féminin, pour parler du groupe social femme. Comme pour montrer d'ailleurs le lien entre le sexe biologique et l'appartenance à un groupe social. Donc l'appartenance au genre. Et puis, l'anglais s'est imposé dans toutes les instances internationales, européennes et maintenant en France. Et en anglais, il existe 2 mots. Le mot sexe, sans E, qui se réfère exclusivement à l'anatomie, et le mot gender, qui a un sens social. Donc, traduire gender par genre, c'est inexact et inapproprié. D'ailleurs, quand vous regardez le site de la Commission européenne, à la page des politiques sociales, vous verrez qu'en anglais, l'expression gender equality, et en français, égalité homme-femme. Donc, on ne peut pas traduire gender par genre. Alors, par quoi pouvons-nous le traduire? La distinction entre sexe et genre est née vers les années 1950 aux États-Unis des travaux du psychologue John Money sur des cas d'enfants souffrant d'ambiguïté d'organes génitaux, les enfants intersexués ou pseudo-hermaphrodites. Money constate que l'enfant se sent appartenir au sexe social, qui lui a été assigné à la naissance, alors même qu'il souffre d'ambiguïté et de perturbations biologiques. Money introduit une distinction entre sexe et genre, entre le genre relevant du psychologique et du social, et le sexe se rapportant au biologique. Quelques années plus tard, un autre Américain, un psychiatre, Robert Stoller, utilisera cette même distinction genre et sexe
non pas pour des individus atteints d'une perturbation anatomique, mais pour des personnes souffrant de contradictions entre leur sexe biologique et leur ressenti psychique, les transsexuels. Le féminisme américain va s'approprier cette distinction genre-sexe dans les années 1960 aux États-Unis pour étudier le rôle des femmes dans l'histoire et dans la société, les Women's Studies, puis plus généralement pour étudier les rapports sociaux entre les hommes et les femmes, et enfin, troisième étape, pour étudier les réalités LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bi et transsexuelles. L'histoire du gender se déploie dans deux domaines particuliers et se déploie dans le sillage des mouvements féministes et de la défense des minorités, notamment sexuelles. Ces deux domaines sont le domaine social au sens large, donc le travail, la famille, la politique, et le domaine de la sexualité, qui d'ailleurs quitte la sphère privée pour entrer dans le domaine public ou politique. Et d'ailleurs, vous avez parlé de ce festival, alors j'ai cru que notre conférence de ce soir était une des activités du festival sur désir et genre. Donc vous voyez qu'il existe même des festivals sur ces questions. La sexualité est entrée dans le domaine politique. En France, à partir de la loi Neuwirth sur la contraception, la loi Veil sur l'avortement, puis plus récemment, en 1999, lors du vote de la loi instituant le PACS, et puis l'année dernière, lors du débat et de l'adoption de la loi Taubira. Pourquoi le concept de genre se déploie dans ces deux domaines? Parce que pour les féministes radicales, ce sont deux lieux de libération de la femme. La femme se libère par le travail pour être autonome vis-à-vis de l'homme, et la femme se libère par la sexualité, notamment par la maîtrise de la fécondité, la maîtrise de la maternité, pour être égale de l'homme. N'oubliez pas que dans la plateforme d'action de Pékin, adoptée en 1995, j'en reparlerai tout à l'heure, la maternité est un frein à la carrière professionnelle des femmes. Donc il faut que la femme se libère de ce poids de la maternité. Deux groupes de pression vont se saisir de ce concept de genre. Les féministes radicales et le lobby gay. Nous sommes toujours aux États-Unis et nous sommes dans les années 1960-1970. On peut même parler de connivence entre ces deux groupes dans leur critique de la société patriarcale. Les féministes radicales pour lutter contre la domination de l'homme sur la femme, car il leur est impossible de penser la société en dehors des rapports de domination et des rivalités de pouvoir. Elles sont dans une pensée marxiste. Et les féministes, le lobby gay, toujours dans leur critique de la société patriarcale, pour remettre en cause la norme de l'hétérosexualité qui est véhiculée, disent-elles, par cette société patriarcale pour maintenir les femmes dans une situation de domination par les hommes. Nous les appelons les gender féministes ou les féministes du genre. Pour ces groupes de pression, les instances internationales comme l'ONU, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen sont des lieux stratégiques pour faire avancer leur cause et faire évoluer le droit. En 1995, au sommet mondial de Pékin sur la femme, l'ONU utilise pour la première fois le terme de gender. Ce sommet sera d'une importance capitale. D'abord, c'est la première fois, messieurs, que l'ONU s'intéresse aux femmes. Donc vous imaginez l'enthousiasme des femmes du monde entier. Mais ce sommet a été aussi l'occasion de diffuser un nouveau vocabulaire, en particulier le gender, mais aussi les droits sexuels et génésiques. Si vous suivez un petit peu l'actualité du Parlement européen, c'était le rapport Estrela. La plateforme d'action du sommet mondial de Pékin servira de référence mondiale
à toutes les politiques d'égalité hommes-femmes. Le comité directeur en donne une première définition. Le genre se réfère aux relations entre hommes et femmes, basées sur des rôles socialement définis que l'on assigne à l'un ou l'autre sexe. On peut dire que c'est une définition du sens, enfin c'est le sens social. En 2000, dans l'esprit du sommet mondial de Pékin sur la femme, l'Union européenne a adopté une directive sur l'égalité et la lutte contre les discriminations. Simultanément est adoptée la Charte européenne des droits fondamentaux, qui est devenue un texte juridique contraignant lorsqu'elle a été intégrée au traité de Lisbonne, adopté en 2009. Et ces deux textes, votés en 2010, ont ajouté un nouveau critère de discrimination, l'orientation sexuelle, qui n'existait pas auparavant. En 2004, la Commission des droits de la femme s'intitule « Commission des droits de la femme et pour l'égalité des genres ». En 2010, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui est l'autre assemblée européenne et qui regroupe 47 États membres, contrairement à l'Union européenne qui compte 28 États membres, donc le Conseil de l'Europe précisait que l'identité de genre désigne l'expérience intime et personnelle de son genre tel que vécu par chacun. Alors, je ne suis pas littéraire, mais ce n'est pas une définition. Le genre, l'identité de genre est l'expérience intime de son genre. Donc ça n'explique rien. On peut quand même retenir qu'il y a une idée de subjectivité et de ressenti personnel. Et ce sera utile tout à l'heure quand je vous donnerai les différents sens du concept de genre. En 2011, l'Assemblée parlementaire de ce même Conseil de l'Europe précisait que l'identité de genre précisait dans la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, précisait que le genre désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu'une société donnée considère comme appropriées pour les femmes et pour les hommes. On retrouve la définition du comité directeur de Pékin. Alors, quelques mots sur cette convention. Savez-vous que cette convention, c'est un texte juridique contraignant, à condition que 10 États membres l'aient signé et à condition que les parlements de ces États membres l'aient ratifié? Eh bien, hier, l'Assemblée nationale, en France, a ratifié la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Il n'y avait qu'un seul article, c'était le texte de la Convention. Il n'y a pas eu de débat. Alors que ça aurait pu être intéressant puisqu'il s'agissait de la violence à l'égard des femmes. Et d'une manière consensuelle, la Convention a été ratifiée. Alors il faut que le projet de loi passe au Sénat, mais enfin bon, c'est quasiment acquis. Mais pourquoi pas? Mais vous voyez qu'au nom de l'égalité, pour la première fois, un texte juridique contraignant qui s'impose à tous les États membres du Conseil de l'Europe donne une définition du mot genre comme rôle social construit culturellement et assigné à l'un ou l'autre sexe. Désormais, dans les textes internationaux, le mot genre remplace le mot sexe, jugé trop réducteur puisque se référant exclusivement à l'anatomie. De nouvelles expressions apparaissent que vous avez dû entendre: l'identité de genre, égalité de genre, stéréotype de genre, et puis cette fameuse expression gender mainstreaming que certains traduisent par perspective de genre, d'autres par parité, d'autres par rapports sociaux. Enfin, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit et cette expression n'est jamais traduite en français dans les textes de l'Union européenne. À partir de ce que je viens de vous dire, vous voyez que utiliser le mot genre nous fait entrer dans une grande confusion. Parce que de quoi parlons-nous? Je vous ai donné quelques définitions, mais ce ne sont pas les mêmes définitions. Donc quand on utilise le mot genre, de quoi parlons-nous?
et c'est sûrement une des causes de la confusion actuelle. C'est qu'on utilise un mot, les politiques utilisent un mot, mais ils n'en donnent pas la définition et ils s'en gardent bien d'en donner une. Alors, essayons d'avancer et d'essayons de comprendre. Eh bien, il y a tout d'abord le sens usuel. Le sens usuel, je suppose que c'est le sens que vous donnez quand vous utilisez le mot genre. Le genre, c'est la manière d'être de l'homme et de la femme, genre masculin, genre féminin. Bon. C'est lié à la grammaire, on a appris ça quand nous étions plus jeunes. Vous savez, les analyses grammaticales. Je ne sais pas si les enfants en font encore. Si. Bon, donc ils savent très bien ce qu'est le genre féminin et le genre masculin. Le genre féminin se rapporte à la femme et le genre masculin se rapporte à l'homme. Il n'y a rien d'idéologique dans ce sens. Il y a un deuxième sens intéressant et qui reprend d'une certaine manière la définition de la Convention européenne dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le sens social. Le genre est une modalité relationnelle. Le genre se rapporte aux fonctions ou au statut de l'homme et de la femme dans la société. On parlera des rapports sociaux de sexe. Et en ce sens, le genre social n'efface pas la distinction homme-femme. Donc il n'y a rien d'idéologique. Mais une brèche peut s'ouvrir. Et ce sont les féministes radicales qui l'ouvrent en disant que le genre est un rôle qu'on a assigné à l'homme ou à la femme, d'ailleurs plutôt à la femme, en raison de son sexe biologique. Par exemple, en raison de la maternité et des tâches qui lui sont liées, nos sociétés ont imposé à la femme de rester à la maison pour élever ses enfants. C'est la société patriarcale. Donc, la femme mariée au foyer est, par définition, sous la domination du mari et du père. Donc, pour sortir de cette domination, il faut que la femme sorte de cette tâche assignée par nos sociétés, donc à ce rôle construit, cette fonction assignée en raison de son sexe biologique. Mais c'est aussi un autre sens, enfin pas un autre sens, mais un autre domaine où ce sens peut être utilisé, c'est par rapport aux fonctions. J'ai rencontré récemment une députée, une femme députée, vous voyez, je dis femme députée, et nous discutions de cette question, et cette femme n'est pas n'importe qui, elle avait été secrétaire d'État aux droits des femmes. Et elle me disait, moi je préfère m'identifier, vous voyez, on est bien dans la question de l'identité, je préfère m'identifier comme députée, parce que là je suis sûre que je suis l'égale de mes collègues hommes. Et moi je lui ai dit, je préfère m'identifier comme femme députée, parce que femme je le resterai, alors que député, n'est-ce pas monsieur, vous savez combien un mandat d'élu est soumis aux caprices des électeurs. Mais vous voyez, se définir par une fonction indépendamment de la distinction homme-femme, c'est une brèche idéologique qui peut être ouverte. Troisième sens, le sens psychologique. Le genre est la perception psychologique que l'individu a de son identité. On retrouve la définition de l'an 2000 du Conseil de l'Europe. Le genre, vous savez, cette perception intime et personnelle de son genre vécu par chacun. Mais en ce sens, l'identité sexuelle, c'est l'appropriation psychologique de son corps sexué, de son sexe anatomique. Et c'est un passage obligé. Et ça se passe en général à l'adolescence, même s'il y a des prémices avant. Et ça ne se passe pas du jour au lendemain, c'est tout un chemin. Et en général, ce lien entre le ressenti psychologique, c'est-à-dire l'appropriation psychologique, et le corps sexué, se fait. Et parfois, ce lien ne se fait pas. Et on n'a pas de jugement à porter pour les cas où ce lien ne se fait pas. Là aussi, une brèche idéologique peut s'ouvrir, et c'est l'américaine Judith Butler, qui a écrit « Troubles dans le genre pour un féminisme de la subversion », qui va ouvrir cette brèche. Et j'en viens au quatrième sens, le sens idéologique ou subversif. Le genre, pour elle, pour Judith Butler, le genre est la perception
exclusivement subjective que l'individu a de lui-même ou de son identité sexuelle, sans lien avec son sexe biologique. Et cette perception subjective servirait à définir l'individu. Alors Judith Butler propose, dans son livre, d'élaborer une politique féministe qui ne soit pas fondée sur l'identité féminine. Car pour elle, maintenir la distinction homme-femme, c'est maintenir la femme dans un état de état de domination par l'homme. Puisque l'identité, la femme est dominée en tant que femme. Donc Judith Butler propose de déconstruire la société fondée sur la distinction homme-femme, sur l'altérité des sexes, pour la reconstruire à partir des sexualités variées, c'est-à-dire toutes les réalités LGBT. Autrement dit, la différence des sexes est remplacée par les sexualités variées. Pour préciser sa pensée, je vais vous lire un passage de son livre « Troubles dans le genre pour un féminisme de la subversion », page 68. Lorsqu'on théorise le genre comme une construction qui n'a rien à voir avec le sexe, le genre devient lui-même un artifice flottant, ce qui implique que homme et masculin pourraient tout aussi bien désigner un corps masculin qu'un corps féminin, ce qui implique que femme et féminin pourraient tout aussi bien désigner un corps masculin qu'un corps féminin. Artifice flottant. Sylvia Nagasinski, une philosophe qui est également l'épouse de Lionel Jospin, a écrit un livre très intéressant qui a été édité en juillet 2012, « Femmes entre sexe et genre », et elle analyse la pensée de Judith Butler. Et Sylvia Nagasinski lui répond « Les genres dépendraient de la diversité des conduites sexuelles sans rapport avec la distinction homme-femme. » Autrement dit, accepter en bloc les études de genre ou les rejeter en bloc, c'est absurde. Rejeter en bloc le concept de genre ou l'accepter en bloc, c'est absurde. Tout dépend du sens que vous donnez au mot genre. Et les études de genre peuvent être intéressantes pour explorer l'évolution des rapports sociaux entre les sexes, la place respective des hommes et des femmes, sans a priori idéologique, dans l'organisation sociale, dans l'organisation professionnelle et politique, pour repérer les causes d'inégalités injustes. Car il y a des inégalités justes. Donc repérer les causes d'inégalités injustes et éventuellement élaborer des propositions pour les faire disparaître. Les études de genre peuvent être aussi l'occasion de valoriser l'apport spécifique de l'un ou l'autre sexe. Mais, je vous ai bien dit tout à l'heure que deux domaines étaient intéressés par le concept de genre, le domaine social et le domaine de la sexualité. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Et c'est vrai que les études de genre ont aujourd'hui dérivé vers d'autres objectifs. Il s'agit maintenant de former les jeunes enfants d'ailleurs, dès les classes du primaire et des maternelles, à une égalité indifférenciée et de lutter dès le plus jeune âge contre les discriminations, notamment les stéréotypes de genre et l'homophobie. Ce sont des recommandations des instances internationales, de l'ONU, des instances européennes et maintenant des différents ministères français. J'en viens à ma deuxième partie, parce que, au fond, on voit bien et vous sentez bien qu'il y a une rupture anthropologique, une révolution anthropologique et culturelle avec ce concept de genre dans son sens subversif. Alors, quel est le but des théoriciens du genre, des féministes du genre? Parce que tous ces gens-là dépensent de l'énergie, écrivent, expliquent, essaient d'expliquer, parlent en tout cas. Le premier but, c'est de répondre à la quête d'égalité entre les individus. Et le modèle égalité homme-femme
va servir à l'égalité hétérosexuelle-homosexuelle. Car, d'après la pensée de Judith Butler, la distinction homme-femme est remplacée par la distinction hétérosexuelle et homosexuelle. Et donc chacun trouvera sa place. Chacun trouvera sa place. Donc vous voyez, le modèle égalité homme-femme est transféré aux réalités LGBT. Le deuxième but, c'est de se libérer des contraintes de la nature. Le corps sexué est un donné de nature. Et quand je dis corps sexué, c'est tout l'aspect biologique, anatomique, génétique, toutes ces questions-là. C'est un donné de nature. Personne n'a choisi d'être homme ou femme, d'avoir un corps d'homme ou un corps de femme, c'est vrai. Et alors les féministes du genre considèrent que ce donné de nature qu'elles n'ont pas choisi est une contrainte, car ce corps sexué oblige à être un homme ou une femme. Donc, pour être libre, car c'est aussi cette quête de liberté, il faut se choisir qui on est. On ne choisit pas son corps, on choisit son genre. Qui n'est plus fondé d'ailleurs sur la distinction homme-femme, sur l'identité homme-femme. Le corps sexué et le sexe biologique sont des contraintes qui figent l'homme et la femme dans leur identité d'homme et de femme. Vous voyez, on retrouve la pensée de Judith Butler, il faut sortir de l'identité de l'homme et de la femme. Enfin, troisième but, c'est de s'auto-déterminer, de se définir soi-même. Et nous voyons bien la question, le genre seul, genre social, au sens de genre social, ou même psychologique, peut-il définir l'individu? Le corps seul peut-il définir l'individu? De notre réponse dépend le rôle et la place de chacun dans la société, dans la famille. Pour tenter de répondre à la question, les féministes du genre entrent dans un jeu de déconstruction-reconstruction. Déconstruction par rapport à la nature, c'est-à-dire le corps sexué, et reconstruction à partir de sa seule volonté. Le droit suprême de l'individu, c'est le droit à être moi. Je suis ce que je veux être. Alors on voit bien la pensée de Sartre, l'existentialisme, et on n'est plus dans cette parole de sagesse d'un philosophe grec, Pissarro, homme, deviens ce que tu es. Pouvons-nous devenir ce que nous ne sommes pas déjà? Or, on est et on devient, parce que l'être humain vit dans le temps. Donc on ne peut pas dire qu'à un moment donné, tout est figé. L'être humain ne vit pas dans un déterminisme figé. Ce sont les animaux qui vivent dans un déterminisme figé, pas l'être humain. À partir de ces trois buts, qu'est-ce qu'on peut discerner de ce que le concept de genre révèle dans notre société? Le premier point, c'est que l'individu devient sa propre mesure. Le sens idéologique du mot genre marque une rupture, une révolution anthropologique. En tentant de sortir des contraintes de la nature, du corps sexué, le genre donne l'illusion d'un choix sur son identité. Je choisis mon genre, mais aussi sur sa pratique sexuelle qui doit être respectée par la société et par la loi, quitte à reformuler les droits fondamentaux de l'homme, non plus comme homme et femme, mais selon les réalités LGBT. C'était d'ailleurs tout le contenu du rapport Lunacek au Parlement européen qui a été adopté le 4 février dernier. L'idéologie du genre révèle la toute-puissance de l'individu. Celui-ci ne se reçoit plus d'un transcendant, qu'on soit croyant ou non d'ailleurs, Dieu, Allah, Yahvé, le grand horloger si on est franc-maçon, l'être premier si on est philosophe, le Big Bang si on est scientifique, peu importe. L'individu ne se reçoit plus d'un transcendant, mais il se reçoit de lui-même. Il devient sa propre mesure et la mesure du monde. L'individu est souverain, rien ne doit lui résister, ni le réel, ni la loi.
Le deuxième aspect qui est révélé dans notre société par ce concept de genre dans son sens idéologique, c'est que notre société ne regarde plus le sens des êtres et des choses, mais à quoi ils servent. Peut-être vous souvenez-vous de cette parole du président de la République allant à Rome, ça peut être utile de rencontrer le pape François. Vous voyez, l'utilitarisme. Cette vision de la société nous empêche de voir la personne dans tout son être, dans sa totalité unifiée, d'où une conception fonctionnaliste de la société. Les individus sont réduits à des fonctions ou à un rôle social. Et alors c'est vrai que c'est plus facile d'atteindre l'égalité si on ne regarde que les fonctions. Par exemple, la fonction de parent est considérée du point de vue de la fonction éducative et non dans son sens réel et symbolique de l'engendrement, comme père et mère. Or, être parent, c'est un état avant d'être une fonction. Et seuls l'homme et la femme, ensemble, peuvent engendrer comme père et mère, même si on a recours à la PMA. Les féministes du genre rejettent cette conception de la parenté comme survivance de l'altérité, de la différence des sexes. Tout ceci conduit à l'indifférenciation des fonctions. Alors on voit bien aujourd'hui dans les textes de loi, aussi bien en France qu'au Parlement européen, il faut absolument que les hommes exercent les mêmes fonctions que les femmes dans la vie privée, dans la vie familiale, et que les femmes exercent les mêmes fonctions que les hommes dans la vie politique et la vie professionnelle. Pourquoi pas? Mais on n'a pas besoin de loi. Quand on s'entend bien entre mari et femme, on ne compte pas combien de fois l'un ou l'autre a descendu les poubelles et monté le sac de course. Pourquoi la loi devrait-elle s'immiscer dans la vie des familles? Pour être sûr que le père passera autant de temps que la mère dans l'organisation de la vie familiale. C'est ça la liberté. Et puis cette indifférenciation des fonctions conduit à l'indifférenciation des sexes. Et oui, parce que dès lors que chacun fait les mêmes choses, pourquoi donc voulez-vous maintenir la distinction homme-femme? Donc on voit bien cette conception utilitariste, fonctionnaliste de nos sociétés. On ne regarde plus le sens des êtres et des choses, mais on regarde à quoi ils servent. Plus besoin de désigner les parents comme père et mère, mais comme parents indifférenciés et neutres. Plus besoin d'appeler les conjoints mari et femme, mais époux indifférenciés et neutres. Ainsi, parents et époux asexués deviennent les nouveaux acteurs du mariage et de la filiation. Et pourquoi la question du mariage est en quelque sorte le domaine d'application par excellence de ce concept de genre, au sens idéologique? Parce que c'est le lieu par excellence, le mariage, la famille, la filiation, c'est le lieu par excellence de l'altérité des sexes. Non pas par idéologie, mais à cause de l'engendrement. À cause de l'engendrement, de la filiation, de la procréation. C'est le lieu de l'altérité des sexes. Donc, pour effacer cette différence des sexes, il fallait passer par la loi sur le mariage. C'est aussi simple que ça. Tout le reste ne sont que des conséquences. Alors, je conclus pour laisser la parole à des questions, justement, toutes ces conséquences dans notre société. Vous avez dû entendre parler de l'enseignement du genre à l'école, l'éducation à l'égalité de genre, etc. Et puis finalement, bizarrement, le mot genre n'est plus utilisé. Et d'ailleurs, ceux qui parlaient il y a 2 ans de théorie du genre, parce qu'en fait, peu importe qu'on appelle tout ça des théories ou non, c'est pas ça l'essentiel. Qu'est-ce que c'est une théorie? Sur un plan philosophique ou juridique. On n'est pas sur un plan dans le domaine des sciences dures, mais on est dans les sciences sociales, ou la philosophie, ou la psychologie, ou le droit. Eh bien, dans ces domaines-là, dans ces disciplines,
ce qu'on appelle une théorie, c'est une construction intellectuelle. Donc, il n'est pas absurde de parler de théorie, mais peut-être vaudrait-il mieux l'utiliser au pluriel quand on parle du concept de genre. Car par certains aspects, dans certains sens, que je vous ai exprimé tout à l'heure, on voit bien qu'il y a toute une construction intellectuelle. Donc c'est pas absurde d'utiliser le mot théorie, mais utilisez-le plutôt au pluriel. Peu importe donc qu'on utilise ce mot ou non, puisque nos ministres aujourd'hui arrivent à imposer le genre sans le dire, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Alors comment le genre se diffuse aujourd'hui dans notre société sans le dire? Et il suffit de regarder tous les programmes des différents ministères. À partir de 3 leviers, le genre se diffuse dans notre société. Premier levier, la lutte pour l'égalité. Personne ne peut être contre l'égalité, mais de quoi parlons-nous? Est-ce que l'égalité, c'est l'indifférenciation des sexes? Ou est-ce que c'est la différence de traitement en raison des différences de circonstances ou de situations? La lutte contre les stéréotypes, deuxième levier. Qui accepterait d'être enfermé dans des stéréotypes? Personne. Mais si les stéréotypes, c'est de dire que nous sommes encore dans une société patriarcale, ce qui est faux, c'est de dire qu'il faut que les petits garçons ne soient plus habillés en bleu et les petites filles en rose, ce qui est faux, tout simplement parce que c'est plus la mode. Si c'est ça les stéréotypes, on est quand même, vous voyez, on est d'accord. Mais ce n'est pas ça. Les stéréotypes, c'est tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l'identité de l'homme et de la femme. Car il faut sortir de cette identité, sortir de cette distinction. Et puis enfin, le troisième levier, c'est la lutte contre l'homophobie. Qui peut être contre? Personne. Mais l'homophobie est parfaitement définie dans le code pénal en France. C'est tout acte ou toute parole de violence à l'égard d'une personne en raison de son homosexualité. Et cette violence doit être sanctionnée par la loi. Mais aujourd'hui, l'homophobie, ce n'est plus seulement cela. C'est tout refus d'accepter les revendications de l'inter-LGBT. Celui qui donne cette définition, c'est le porte-parole Nicolas Gouguin en juin 2013. Donc vous voyez qu'à changer le sens des mots, eh bien on arrive en effet à faire n'importe quoi, jusqu'à imposer le genre dans les écoles, dans la société, dans les universités, dans la magistrature, dans tous les domaines de la société, dans la vie économique, etc., sans le dire. Alors, juste avant de laisser la parole à Jérôme, la question est grave. La question est grave. Je vous ai parlé de rupture anthropologique, de révolution anthropologique. L'anthropologie, c'est l'étude de l'humanité fondée sur la distinction homme-femme. C'est une révolution culturelle. C'est une révolution de l'éducation nationale. C'est une révolution du droit de la famille. Faut-il encore aller dans la rue? Faut-il encore réagir? Que pouvons-nous faire? Alors, vous trouverez, on en parlera sans doute au moment du débat, mais cette question de la diffusion du genre dans notre société, selon ses différents sens, les sens acceptables et les sens idéologiques, peut être aussi l'occasion de nous poser des questions qu'on ne se posait plus et qui sont fondamentales pour l'organisation de la société et pour la vie entre nous. La première question, c'est l'unité de la personne humaine. Corps, intelligence et cœur. Vous avez vu comment les féministes du genre dissocient le corps de la psychologie, le corps de l'intelligence, le corps du cœur. L'unité de la personne humaine. Et nous avons bien besoin de toute notre vie pour atteindre cette unité. Personne ne peut dire «
à 20 ans, à 40 ans ou à 60 ans, j'ai atteint l'unité de ma personne. Non. Et c'est d'ailleurs tout le génie et tout l'aspect passionnant de la vie humaine, c'est justement de tendre vers cette unité. Et puis la deuxième question, c'est l'unité de l'homme et de la femme. Il n'y a pas une nature humaine homme ou une nature humaine femme, mais il n'existe qu'une seule nature humaine qui s'exprime selon le mode homme ou femme. Si bien que ni l'homme seul ni la femme seule ne peut dire ce qu'est l'humanité. Mais l'homme et la femme ensemble, dans l'unité des deux, disent ce qu'est l'humanité. L'un et l'autre sont intégralement humains. Et c'est ce qui fonde leur égalité, ce n'est pas les fonctions. Une femme peut être pilote de chasse, une femme peut être présidente d'une société cotée en bourse. Peu importe, elle restera femme. Donc ils ont la même humanité, la même dignité et les mêmes droits. Les féministes du genre ont tenté de répondre à la question de l'égalité par le faire et l'agir, par les actes, par les comportements, par les fonctions. Or, l'égalité dépasse ce niveau, se situe à un autre niveau, dans l'unité des deux, qui transcende ces aspects, ces fonctions, toutes ces questions-là, et qui dispose aux dons les corps, les intelligences et les cœurs. Si bien que la différence entre l'homme et la femme n'est pas une différence absolue, ils ont la même nature humaine, mais une différence relative à la procréation, et cette différence laisse une empreinte dans toute la personne de l'homme et de la femme. Et finalement, le plus grand service que nous pouvons rendre, que nous pouvons donner à nos enfants ou à la société, à nos contemporains, c'est d'être nous-mêmes des hommes et des femmes heureux. Est-ce que nous pouvons applaudir Elisabeth Montfort? Un grand merci à vous. Voilà, un grand merci à Elisabeth. Et voilà, de cette théorie du genre, de ce que j'ai pu noter, qui révèle la toute-puissance de l'homme et sa volonté d'imposer l'indifférenciation sexuelle. Voilà, et comme Elisabeth Montfort nous le disait, une idéologie qui se diffuse dans tous les milieux, dont l'école. Et donc, je laisse la parole à Jérôme Brunet, président de l'association des professionnels de l'enfance, qui va nous parler de l'école et de ce qui s'y passe. À vous, Jérôme. Merci. Bonsoir à tous. Et donc, c'est vrai que vous le voyez, il y a énormément de choses à dire sur cette question du genre. Et merci à Elisabeth d'avoir vraiment posé une définition bien claire de ce qu'est ce concept complexe. Et donc, c'est vrai que ce soir, vous ne vous en tirerez pas avec des idées simplistes. Hein, vous avez bien compris ça. Alors on va continuer en allant un petit peu plus sur maintenant ce qui se passe concrètement à l'école, avec les enfants. Et avant de commencer, j'aimerais prendre une petite précaution, que nous soyons attentifs dans la salle au fait que tout le monde n'est pas forcément opposé au mariage homosexuel, tout le monde n'est pas forcément opposé à l'adoption par les couples homosexuels. Certains sont tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se faire et de se vivre, et il y en a possiblement dans la salle, et donc que nous soyons bien attentifs au respect des personnes et des opinions qui sont différentes. C'est toujours dans cet esprit-là que nous avons avancé, travaillé et réfléchi. Donc vous allez voir que ce soir, je ne vais pas vous asséner des grandes vérités, on va d'abord regarder concrètement ce qui se passe, essayer de comprendre, peut-être mettre de la nuance, vous allez repartir avec certaines idées un peu plus claires, et probablement aussi avec un certain nombre de questions sans réponse. Donc Elisabeth nous l'a rappelé, on passe, vous avez vu que ces concepts de genre
nous ferait passer d'une idée de l'égalité entre hommes et femmes, et même se servirait de cette égalité pour aller vers une autre forme d'égalité, qui serait une égalité entre les différentes orientations sexuelles, gays, lesbiens, hétérosexuels, asexuels, bisexuels, etc. Alors pourquoi, évidemment, comment est-ce que ces choses-là avancent? Eh bien, vous l'avez vu l'année dernière avec la loi Taubira, qui était non seulement posait la question du mariage des personnes de même sexe, mais dans le même projet de loi, il y avait, pardon, je suis allé un petit peu vite, voilà, il y avait également la question de l'adoption. Et c'est sur cette question que j'aimerais qu'on focalise maintenant, en nous posant la question, toutes ces questions-là, à partir de l'éclairage des enfants. Donc vous voyez, si on va vers l'égalité entre les personnes homosexuelles et hétérosexuelles, cette égalité, il va falloir la pousser jusqu'au bout, et notamment dans l'accès aux enfants. Le fait de pouvoir avoir des enfants. Or, un homme et une femme, on sait comment ils peuvent avoir un enfant. Deux femmes, on sait également comment c'est possible, en passant soit par la procréation médicalement assistée, soit par des méthodes de fécondation plus artisanales et qui existent et qui se pratiquent. Et pour les hommes, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller vers la gestation pour autrui, les mères porteuses. Donc vous voyez qu'on n'est qu'à une étape de ces projets de loi, on n'est pas au bout de cette déconstruction. On va aller plus loin, et vous avez entendu probablement certains dire qu'ils revendiquaient le droit à l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes, et certains commencent déjà à parler de l'ouverture des droits à la GPA. Alors, est-ce que nous avons objectivement des raisons de nous inquiéter? Est-ce qu'on n'est pas en train de fantasmer? Vous avez entendu dire dernièrement dans les médias, mais vous rêvez, là, ils sont en train d'inventer tout ça, c'est pour faire peur aux gens, mais il n'y a rien du tout de tout ça, on l'aurait inventé. Alors, vous voyez que, je vais commencer par une citation de Madame Taubira, qui ne s'est pas trompée sur ce qui s'est passé l'année dernière. C'est pas un petit ajustement à la marge, ce qui s'est passé l'année dernière. C'est pas, comme on nous l'a dit parfois, pour régulariser la situation de familles homoparentales. C'est beaucoup plus profond que ça, et d'ailleurs elle l'a dit elle-même, c'est une réforme de société, et on peut même dire une réforme de civilisation. Et elle a dit également, vous voyez, toujours dans un processus de déconstruction que nous a expliqué Elisabeth, il faut arracher les enfants au déterminisme de la famille et de la religion. Vous voyez que les mots sont forts. Il faut, pour entrer dans cette nouvelle civilisation, arracher les enfants au déterminisme de la famille et de la religion. Monsieur Peillon, qui est ministre de l'Éducation nationale et qui, au passage, est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que je pense qu'il a énormément d'idées très intéressantes pour l'école. Non, mais je ne suis pas ironique, je suis sincère. Mais quand même, il y a un certain nombre de choses qui m'inquiètent quand je le lis ou quand je l'écoute, et notamment le but de la morale laïque. Donc on va enseigner dans les écoles normalement à partir de la rentrée prochaine. Le but de la morale laïque est d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel. Vous voyez que les mots sont forts. Évidemment que l'éducation, elle est faite pour modifier certains déterminismes qu'il peut y avoir dans la famille. L'école a toujours été un lieu d'émancipation, d'ouverture, d'éveil. Mais là, je trouve que les mots sont très forts. Arracher l'élève à tous les déterminismes. Vous voyez, les mots sont très forts. Familial, ethnique, social et intellectuel. Et quand je dis ça, je suis inquiet parce que je me dis qui va déterminer ce qu'est un déterminisme et ce qu'est une valeur familiale. Eh bien, c'est M. Peillon et d'autres qui le feront à votre place. Autre point, autre texte. Dans le courrier qu'il a adressé au recteur l'année dernière au mois de janvier, le gouvernement s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles. Vous avez là une illustration parfaite de ce que vient de nous expliquer Elisabeth. On va utiliser
le respect de la diversité des orientations sexuelles, je remonte la phrase à l'envers, pour travailler auprès de la jeunesse afin de changer les mentalités. Donc l'école devient un lieu d'instrumentalisation des enfants pour faire évoluer la société. Ce qui est comment dire, l'école, c'est pas nouveau, ça a toujours été un petit peu ça l'école. Mais là, on voit dans quel but, hein, dans le but que nous a expliqué Elisabeth. Alors, ces textes que je vous cite, vous les retrouvez sur Internet, mot pour mot. Je suis extrêmement scrupuleux dans les citations. Et dans ce même courrier, M. Payon rappelait la gravité du nombre de suicides chez les jeunes, et tout particulièrement chez les jeunes homosexuels, et invitait donc les recteurs à relayer les campagnes de la Ligne Azur. Hein, c'est dans son courrier au recteur. Je vous rappelle le dispositif de la Ligne Azur et je vous invite à relayer largement ce dispositif. Alors la Ligne Azur, qu'est-ce que c'est ? C'était d'abord un numéro téléphonique qui a été mis en place dans les années 2000, au moment de la loi contre l'homophobie. Et c'est aujourd'hui un site internet. Et donc, vous avez à gauche une campagne, une affiche et un tract qui est distribué à tous les collégiens, tous les lycéens des établissements publics, certains privés, avec la campagne donc homo, bi, hétéro, l'identité, c'est compliqué, appelle, va voir sur la Ligne Azur, voilà, pour te renseigner. Hein. Donc collège et lycée, 6e, 11 ans, jusqu'au lycée, dans tous les collèges et lycées. Je ne sais pas combien il y a de parents parmi vous qui savent que leurs enfants ont eu cette campagne. Et sur ce site de la Ligne Azur, il y avait jusqu'à encore l'année dernière ce document qui s'appelle « Tomber la culotte ». Évidemment, quand on s'en est rendu compte, on a commencé un petit peu à rouspéter et il a disparu immédiatement. Je ne le feuillette pas avec vous, vous pourrez le retrouver sur Internet. On trouve également, là aussi, une illustration parfaite de ce que vient de nous expliquer Elisabeth. À la fois, vous voyez, la distinction entre le sexe biologique, l'état civil, l'identité de genre, le sexe social, les partenaires sexuels, les pratiques sexuelles. On saucissonne complètement la personne, donc on est à l'opposé d'une anthropologie, hein, c'est-à-dire je peux avoir un sexe biologique mâle, femelle ou intersexe, c'est vrai, hein. L'état civil va me définir sexe masculin, sexe féminin, identité de genre, homme, femme, trans. Donc, vous voyez, identité de genre. Donc quand on entend le gouvernement qui dit « mais ces histoires de genre, tout ça, c'est n'importe quoi, parce que de toute façon, le genre, c'est les hommes et les femmes. » Et c'est encore sur le site de la Ligne Azur, ça. Hein. Le sexe social, masculin, féminin, androgyne ou autre. Et on continue, partenaire sexuel, femme, homme, les deux, autres, aucune, et puis pratique sexuelle, etc. Et donc on peut se définir, voilà, à travers ce tableau-là. Donc je peux être du sexe mâle, avoir été noté du sexe masculin, me considérer, me sentir comme homme, avoir des partenaires sexuels femmes, etc., etc. Mais je peux, tout est modulable. Hein. Voilà ce qui est proposé aujourd'hui encore sur le site de la Ligne Azur. On continue. Ce n'est pas un texte du gouvernement. Alors autant le site de la Ligne Azur n'est pas fait par le gouvernement, mais il est promu très largement par le gouvernement. Et attention, pas seulement le gouvernement actuel, puisque je l'ai dit tout à l'heure, ces campagnes ont commencé en 2007. Et Elisabeth, tu te rappelles qu'on était allé au ministère avec Béatrice et Aude, hein, pour aller protester contre ces campagnes. Ça a été retiré une année, puis c'est revenu l'année d'après. Donc un document qui ne vient pas du ministère de l'Éducation nationale, mais du SNUIPP-FSU, qui est le principal syndicat d'enseignants des écoles primaires. D'accord ? Principal syndicat des écoles publiques primaires. Donc éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire. Ce document est sorti presque au lendemain du vote de la loi, c'était au mois de mai. Et donc ce document, c'est un pavé hein, qui fait, je ne sais plus combien, c'est ça, 200 pages, avec donc, beaucoup de textes, vous pourrez aller voir, mais j'ai pris quelques extraits
pour vous montrer que nous ne fantasmons pas. Et notamment, cet extrait de Nicole Mosconi qui dit « L'hétérosexualité n'est pas plus naturelle que l'homosexualité. C'est une norme historiquement créée par la société et à transformer pour accueillir toutes les formes de sexualité. La sexualité n'a pas pour unique fin la procréation, mais aussi le plaisir, etc. » Donc vous voyez, quand on lit ça, on peut se dire, effectivement, l'homosexualité fait partie aussi de la nature. Il paraît que ça existe chez les animaux, dans la nature, l'homosexualité existe, donc, vous voyez que c'est naturel, donc, l'hétérosexualité n'est pas plus naturelle que l'homosexualité. Sauf que, madame, vous oubliez une chose, c'est que pour faire un enfant, l'hétérosexualité est plus naturelle que l'homosexualité. Mais ça, on ne le dit pas. Donc vous voyez qu'on est dans une pensée construite. Alors on peut se battre sur les mots, on ne dit pas des théories parce qu'une théorie, gna gna gna, on ne dit pas une idéologie parce que, voilà, il y a quand même une idéologie qui est derrière tout ça. Je continue. Le genre, ennemi principal de l'égalité. Voilà, nous empruntons le titre de ce chapitre à Sandrine Marot. Il existe cependant plusieurs définitions du genre. Certaines font ainsi une distinction entre le sexe qui serait biologique, vous aurez noté, qui serait biologique, et le genre, qui en serait la traduction sociale. Cette définition présente bien souvent l'inconvénient de minorer la question des inégalités entre les sexes. Donc ça c'était une page, quelques pages plus loin, donc vous voyez qu'on est bien là aussi dans ce qu'on appelle la version du genre subversive. On est bien dans la déconstruction de l'identité homme-femme, et en tout cas du biologique. On minimise totalement le biologique dans l'identité sexuelle. Ce n'est pas fini. Je fantasme. Régine Sénac. Déconstruire la complémentarité des sexes. C'est dans le document. Alors, ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas le gouvernement, hein, je le redis, hein, pour être bien honnête, mais vous voyez donc déconstruire la complémentarité des sexes. Parce que tout le mal vient de là. Tout le mal qu'a expliqué tout à l'heure Elisabeth, la domination des hommes sur les femmes, etc., tout le mal vient de là. Et puis, le célèbre Papa porte une robe. Mais là, si vous voulez bien, je fais une petite pause de 2 minutes, parce que la réaction des gens, quand on parle de tout ça et quand on présente ce genre de choses, les gens vont dire « mais c'est du n'importe quoi. Papa porte une robe. » Mais alors vraiment, n'importe quoi. Mais c'est très très bien pensé, leur truc. C'est prévu, vous avez vu, en classe de grande section, CP, CE1. Et il y a des fiches pédagogiques avec, hein, qui sont là. Les fiches pédagogiques expliquent, voilà, on présente le livre. Les enfants, évidemment, vont éclater de rire, vont se moquer en disant c'est pas possible. On accueille ce qu'ils disent. Ouais, c'est pas possible, les hommes ils portent pas de robe, là, c'est n'importe quoi. Ah bon, pardon, si, moi je connais, voilà, moi j'ai, mon papa parfois il porte une djellaba, voilà. Ah bah oui, bah tu vois, quelquefois les hommes portent des robes. Ah, puis moi je connais un curé, il a une grande robe noire, etc. Ah bah tu vois, quelquefois les hommes portent des robes. Ah, puis il y a les Écossais aussi qui portent des robes aussi. Ah, donc, tu vois que quelquefois les hommes portent des robes. C'est QFD. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. On vient fracasser une évidence. Alors, moi, je ne suis pas spécialement pour que les hommes portent ad vitam aeternam des pantalons, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est comme ça. Comment ce sera demain? Ça n'a pas toujours été le cas. On est bien d'accord avec ça. Hein? Donc là, on est dans la déconstruction d'un stéréotype que les hommes ne portent pas de robe. Après, il y a un certain nombre d'autres ouvrages qui sont proposés. Les familles diversifiées, ben évidemment, parce qu'il faut expliquer aux enfants qu'il n'y a pas un modèle de famille. Qu'il peut y avoir des familles recomposées, et c'est vrai. Il peut y avoir des familles homoparentales, ça existe aussi. Hein, et donc, on va expliquer aux enfants que tout ça, c'est normal. C'est normal, c'est la société aujourd'hui, on est là-dedans. Voilà. Un autre exemple, une autre illustration
de l'utilisation du terme genre de façon ambiguë, violence et genre à l'école. Donc, c'est une conférence qui a eu lieu, un colloque qui a eu lieu au mois d'octobre, si ma mémoire est bonne, oui c'est ça, jeudi 10 octobre, alors sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Et à l'intérieur de ce programme, donc, il y avait tout ce qu'a expliqué Elisabeth, donc égalité, lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, donc les violences faites aux femmes, etc. Mais dans les violences de genre, on explique qu'il y a l'homophobie, par exemple, est une violence de genre. Donc vous voyez que ce terme de genre existe bien, sous sa forme subversive, dans un certain nombre de textes. On aurait pu continuer pendant 1 heure, et Elisabeth a fait un travail remarquable de recension de tous les textes européens, supranationaux au niveau de l'ONU, des textes ministériels et un certain nombre de circulaires interministériels, dont beaucoup proviennent de Madame Vallaud-Belkacem, pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Et là, nous en venons à ce lieu de polémique qui est l'ABCD de l'égalité. Alors, vous avez entendu comme moi, dans les médias, les ministres s'exprimer en disant « Mais comment peut-on polémiquer là-dessus? Mais l'ABCD de l'égalité, il n'est pas question de genre, il n'est pas question de déconstruire, mais pas du tout, c'est vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce n'est que ça. » Très bien. Si on gratte un petit peu, effectivement, vous n'allez pas trouver dedans théorie du genre, enseigner le genre, enseigner la théorie du genre. Vous n'allez pas entendre parler de Judith Butler, un petit peu quand même dans certaines conférences. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ABCD de l'égalité? C'est un programme expérimental qui a commencé au début de l'année, qui est expérimenté dans 10 académies, et donc qui vise à former les enseignants, les chefs d'établissement, les personnels, à l'égalité entre les hommes et les femmes. Très bien, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et il y a un certain nombre de fiches pédagogiques qui vont être proposées pour lutter contre ce qu'on appelle des stéréotypes de genre qu'Elisabeth a expliqué. Alors on est d'accord, personnellement, je suis d'accord qu'il faut lutter contre un certain nombre de stéréotypes. Une fille peut être pompier. Moi j'ai une de mes filles, elle est pompier. Bon, c'est une fille. Un garçon n'aime pas forcément jouer au foot, la mécanique. Voilà. Il y a des garçons qui aiment les jeux tranquilles, qui aiment jouer à la marelle, qui aiment, je sais pas, discuter, et ce sont des garçons. Donc il faut que nous prenions conscience quand même, vous voyez, et ça c'est important de le faire, en tant que parents et en tant que professionnels, nous véhiculons des images sur ce que c'est qu'un vrai garçon, et sur ce que c'est qu'une vraie femme. On a des images, il faut en être conscient. Et il faut être conscient que dans l'éducation qu'on peut donner à nos enfants, quelquefois on fait mal. Quelquefois on fait mal. Parce qu'un garçon, tous les garçons ne reçoivent pas le taux de testostérone. Et la testostérone a un impact sur la façon de se développer. On sait que ça a un impact sur le développement du langage, par exemple. Donc là aussi, est-ce que nous serons capables de mettre un peu de nuance dans notre éducation? Et je m'adresse aussi à vous parce que j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous étiez quand même bien informés et j'ai le sentiment d'avoir un public plutôt acquis à la cause en face de moi. Mais faites attention quand même, quand vous prenez la parole, que ce soit avec des enseignants, que ce soit avec des journalistes, si ça vous arrive, ou dans votre entourage, attention au discours que vous tenez, de ne pas être trop dans la caricature. Un garçon, c'est un garçon, quoi, merde. Ça veut dire quoi, c'est un garçon, c'est un garçon. Voilà. Donc vous voyez, sachons être capables d'éduquer des garçons et des filles avec un peu d'ouverture. Voilà, un peu d'ouverture. Donc l'ABCD de l'égalité, je termine dessus. Il y a donc des fiches pédagogiques. Alors quand vous allez les voir, vous verrez, enfin moi les gens qui disent « Je suis allé sur le site de l'ABCD de l'égalité, mais c'est une horreur, ils sont en train là de parler que les filles, elles peuvent conduire des camions et tout. » C'est une horreur ça, je ne vois pas ce qu'il y a d'horrible. Qu'une femme conduise un autobus aujourd'hui, ça ne me choque pas, voilà. Donc c'est pas ça qui est horrible, excusez-moi, mais c'est pas ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, je vais vous le dire, c'est que quand vous écoutez les conférences, alors honnêtement, je ne les ai pas toutes écoutées,
Bon, alors, il y a un petit truc qui me gêne aussi dans la parité, mais ça c'est parce que je suis un homme, donc j'ai évidemment un cerveau moins développé. C'est que quand même, il y a 7 conférences données par 7 femmes et il y a 9 interviews données par 9 femmes. Donc je vous avoue qu'en termes d'égalité homme-femme, merci messieurs, merci. Et merci aux dames compréhensives aussi, il y en a. Voilà, donc c'est une petite boutade quand même, mais quand vous écoutez certaines conférences, vous allez voir, moi j'ai écouté notamment une conférence, j'ai pas été heurté par ce que j'ai entendu, honnêtement. Mais quand même, je me dis, ok, la construction de l'identité, le genre, le social, les représentations, les images, ok. Mais le biologique, il est où là-dedans? Quand est-ce que vous nous dites qu'un garçon et une fille, biologiquement, c'est pas la même chose? Moi, je ne le vois pas, je ne l'entends pas, et ça n'est pas pris en compte là-dedans. Et c'est ça le véritable problème de l'ABCD de l'égalité. C'est pas qu'on parle des stéréotypes qu'il faut faire changer. Ok, on est d'accord là-dedans. Mais où est-ce que c'est pris en compte qu'un petit garçon, dans son développement intellectuel, c'est pas la même manière qu'une fille? Où est-ce que c'est pris en compte que les études prouvent que la testostérone impacte l'acquisition du langage? Plus un garçon a de la testostérone, et moins il aura d'accès au langage. Plus c'est difficile pour lui. Où est-ce que c'est pris en compte ça? Nulle part. Et ça, c'est grave. Parce que là, on est réellement dans un processus de déconstruction qui laisse à penser que l'identité homme-femme, c'est complètement construit, que le biologique n'a pas d'importance. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi, et il disait, ouais, vous vous rendez compte, quand même, il faut lutter contre les inégalités, parce que les filles à l'école, il est prouvé que les enseignants passent moins de temps à les interroger, ils interrogent plus les petits garçons, les filles, voilà, elles sont opprimées. Calme-toi 2 minutes. Hein. Les filles réussissent plus au bac que les garçons redoublent plus que les filles, et il y a plus de garçons en échec scolaire. Bon, je ne dis pas tous les garçons sont gna, je ne dis pas que toutes les filles, que ce sont des tendances. Donc les enseignants, quand ils stimulent plus les garçons à parler, ils font leur job. Parce qu'ils savent qu'un petit garçon, il ne va pas prendre la parole aussi facilement qu'une fille. Et où est-ce que c'est ça, Madame Vallaud-Belkacem? Tout ça dans l'ABCD de l'égalité, c'est nulle part. Et ça, c'est grave. Je passe rapidement sur nos fantasmes, hein, Tomboy. Alors, bon, un film intéressant, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, ça fait réfléchir, bon, c'est un film militant, il faut le savoir, hein, mais franchement, emmener des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, voir ce genre de film, et ça a été le cas, et c'est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale, pardon monsieur Payon de vous contredire, dans le cadre de École au cinéma. École au cinéma, donc ça fait partie des films proposés aux enfants de CE2, CM1, CM2. J'attends encore qu'on m'explique l'intérêt pédagogique. Bon, je passe rapidement sur quelques autres exercices qui sont proposés, qui mettent complètement en doute la construction de l'identité sexuelle, notamment en disant aux enfants, les garçons, les filles, ne vous inquiétez pas, vous avez le temps pour vous définir homme, garçon ou fille, ou homme ou femme. On a le temps, restons dans l'indifférenciation pour le moment, on verra ça plus tard. Donc voilà, pour dire que vous ne rêvez pas, nous ne fantasmons pas, nous ne mentons pas. Il se passe réellement des choses dans les écoles, dans certaines écoles. Alors attention aussi, c'est pas toutes les écoles, c'est pas tous les enseignants. Il y a plein d'enseignants qui savent même pas que ça existe. Hein. Donc restons calmes, respirons un peu, il n'y a pas de panique, même si il faut évidemment rester vigilant, attentif et parfois sur le qui-vive. Alors, pour ne pas complètement désespérer, hein, est-ce qu'il y a des raisons de ne pas céder à la panique? Voilà, hein, et de garder la tête froide? Oui, heureusement. Et d'abord, je voudrais citer cette circulaire de 2003, l'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées. Alors, je sais que c'est un sujet qui fait polémique, hein, et notamment, j'entends parfois des gens dire, alors c'est souvent les mêmes qui disent un garçon, c'est un garçon, une fille, c'est une fille. C'est les mêmes qui disent souvent, pardon, hein, s'il y en a dans la salle, la famille, elle éduque, l'école, elle instruit. Bon, alors, certes, ce sont les principales fonctions. Mais j'espère qu'à la maison, vous instruisez un peu quand même.
Et je vous affirme qu'à l'école, on éduque aussi. Parce qu'à l'école, on va se retrouver avec des enfants qui n'ont pas du tout les mêmes familles que vous. Je vais me retrouver avec des enfants qui n'ont pas la même éducation, dont les parents n'ont pas la même croyance. Donc il va bien falloir que j'apprenne à vivre avec ces enfants qui sont différents. Et c'est un des rôles importants de l'école, de socialiser les enfants pour qu'on apprenne à vivre avec des gens qui sont différents. D'accord ? Voilà, donc il y a deuxième sujet de polémique, c'est cette question de l'éducation sexuelle à l'école. Comment peut-on imaginer faire de l'éducation sexuelle à l'école ? Eh bien, si, c'est important de dire qu'il est important que les enfants reçoivent une éducation affective et sexuelle à l'école. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je vous partage une conviction, mais pas n'importe comment. Pas par n'importe qui, et pas sans les parents. Ça, c'est très important, parce que c'est nous, qui sommes les premiers éducateurs de nos parents. Mais ce n'est pas les seuls éducateurs, hein. De nos enfants, pardon. Oui. C'est les enfants qui nous éduquent aussi un peu. Voilà, donc cette circulaire, si vous en entendez parler, je vous le dis parce que il est possible que dans vos écoles, vous entendiez parler de séances d'éducation sexuelle. Donc, renseignez-vous sur cette circulaire, elle est très intéressante parce qu'elle redit la place prépondérante des familles. Il est hors de question de faire une éducation sexuelle qui aille à l'encontre du respect des enfants et des familles. Il y a un principe de respect des consciences, et je peux vous dire que très souvent, ce n'est pas respecté. Il y a des enfants qui sont choqués de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent. 3 séances par an à l'école, au lycée. Alors, quand on dit 3 séances à l'école, ça ne veut pas dire qu'on va expliquer nécessairement aux enfants comment se passe l'acte sexuel. Hein, mais il y a une éducation au corps, au respect, évidemment. Si on ne commence pas au primaire à parler du respect du corps, du respect de l'autre, etc., c'est pas au lycée qu'on apprend ça après. Apprendre à identifier et à intégrer les différentes dimensions de la sexualité humaine, écoutez bien, biologique, affective, psychologique, juridique, sociale, culturelle et éthique. Donc vous pouvez aller interroger votre chef d'établissement, il n'y a pas besoin de l'agresser. Vous lui parlez de la circulaire 2003, lisez-la avant, vous aurez l'air moins belle, et puis vous lui dites, monsieur le directeur, madame la directrice, c'est quoi votre projet éthique sur cette question de l'éducation sexuelle? Moi je suis pour, qu'il y ait une... Très très bien, expliquez-moi, c'est quoi comment vous présentez l'aspect éthique de cette question-là? Un autre point très important, il est interdit, c'est la circulaire qui le dit, on ne traite pas les cas particuliers en groupe. Voilà. Et il doit y avoir toujours la présence d'un enseignant formé dans la classe. Ce n'est pas une association qui dit, écoutez, monsieur le professeur ou madame la professeure, allez faire corriger vos copies, vous inquiétez pas, on est formé, on s'occupe de ça. Non. Il doit y avoir un enseignant qui est responsable de la classe, présent dans la salle. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre de leviers qu'on peut utiliser. Voilà, il y a également, je passe rapidement, dans les établissements, il doit y avoir la mise en place d'un comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. C'est obligatoire, avec, dans les établissements du second degré, donc, où on doit veiller à éduquer la personne dans son entier, la responsabilité partagée entre parents et enseignants, une programmation concertée avec les parents, une interaction complémentaire et une cohérence éducative. Donc vous voyez que les parents ont leur place. Les textes le prévoient, à vous, à nous, de l'occuper pleinement. Et pour finir, quelles sont les attitudes? Elisabeth en a donné quelques attitudes fondamentales pour l'avenir, parce que notre posture, vous l'avez bien compris, on est passé de quelque chose où nous nous sommes opposés à un projet de loi, mais si nous ne sommes pas capables d'entrer dans la proposition d'une anthropologie, d'un bien commun, on a perdu. Mais comme je sais qu'on a plein de choses à dire et à proposer, je ne suis pas inquiet. Donc quelques points. Revisiter l'éducation des filles et des garçons. Je ne m'y étends pas, je l'ai expliqué tout à l'heure. On n'éduque pas les garçons et les filles aujourd'hui comme on les éduquait au XIXe siècle. Même s'il y a des choses qui ne changent pas. C'est à nous de trouver de nouvelles manières d'éduquer. Un autre point très important, sortir de la guerre des sexes. On est aujourd'hui dans la guerre des sexes.
J'ai encore entendu une femme féministe, alors radicale, pour pas froisser les autres, qui disait quand même que ça faisait 300 000 ans que l'homme opprimait la femme. Et les gars, on va le payer pendant 300 000 ans maintenant. Bon, plus sérieusement, cette guerre entre hommes et femmes est une impasse. Il n'y a rien comme issue possible derrière ça. Rien. Relisons notre histoire ensemble, hommes et femmes. Sachons reconnaître que les rôles entre les hommes et les femmes ont été distribués ensemble. Quand on était dans une société violente et qu'il fallait se battre et qu'on était menacé par la tribu d'à côté, mesdames, laquelle va me dire qu'à la place des dames de l'époque, elle aurait choisi le petit gringalet du coin. C'est tous ensemble qu'on a dit qu'on a donné de la place à la force physique et aux hommes dans ce sens-là. Et les hommes recherchaient aussi des femmes. C'est ensemble. On est co-responsable de ça. Alors qu'on soit aujourd'hui dans notre société à un moment où il faut redéfinir tout ça. Oui, bien sûr. Notre société a évolué. Je ne suis plus menacé par le village d'à côté, sauf pendant les matchs de foot, éventuellement. Mais voilà, vous voyez cette espèce de chose où il faut que... On est tout le temps dans ce discours que l'homme oppresse la femme, mais enfin, sortons de ça et sortons-en ensemble. Autre point, et ce sera le dernier, vigilance des parents à l'école. Mais pas vigilance paranoïaque, à sauter sur le prof ou le directeur parce qu'il y a eu un bouquin, machin. N'agressez pas, c'est inutile. Il y a beaucoup de maladresse, il y a des gens qui ne savent pas, ils n'ont pas vu le problème. Dialogue. Donc ça veut dire que vous vous formez, que vous savez de quoi vous parlez et que vous n'êtes pas dans les caricatures. Vous faites l'effort de vous former, de vous informer et vous prenez votre place à l'école. Je vous remercie.